4 heures après le départ, je fais une grosse erreur, c'est-à-dire que pour aller sur la calotte polaire antarctique, en fait, moi j'ai été déposé au niveau de la mer et puis après il faut vraiment que je grimpe sur le continent et c'est là qu'il y a une montée qui est quand même très raide. Et en fait, l'Antarctique, c'est le continent à l'altitude moyenne le plus élevé de la planète. Le pôle sud, il est à 2865 mètres d'altitude. Donc en fait, mon expédition, moi, c'était une ascension permanente qui était graduelle parce qu'on a dit 1150 km de distance. Mais donc ça montait tout le temps. Alors ça montait pas comme dans les Alpes, c'était vraiment une faible montée. Mais toujours est-il qu'au début, là, c'était raide et c'est là que le traîneau était le plus lourd. Et donc les skis que j'avais au pied, en fait, glissaient vers le bas. Et j'ai pris la décision débile et qu'il faut jamais faire sur un glacier, c'est-à-dire d'enlever ses skis pour vraiment monter à pied. Et en fait, quand on fait ça, son poids, il n'est plus réparti sur une longueur de ski de 2 mètres, il est réparti sur ses 2 pieds. Et donc, moi, ma jambe droite est passée au travers d'un pont de neige. Et il se trouve qu'en dessous de ce pont de neige, il y avait une cavité qui était donc l'ouverture d'une crevasse. Et moi, je suis vraiment tombé de ma propre hauteur. Et je me suis fait très peur parce que mon pied droit, en fait, ne reposait sur rien de solide, quoi. Il était vraiment dans le vide, quoi. Et quand j'ai regardé le trou, il y avait un espèce de bleu profond. Et je ne sais pas ce qui serait passé si tout avait cédé sous mon poids. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure épique, l'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure épique, c'est un nouvel épisode, un mardi sur 2, et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventureepique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Des aventures en plein air à couper le souffle. Salut Mathieu. Salut. Bienvenue dans ce premier épisode d'Aventure épique, le nouveau podcast que j'ai le plaisir d'animer et qui a pour ambition de partager des aventures en plein air à couper le souffle. Mathieu, merci beaucoup pour le plaisir que tu m'accordes, ainsi qu'aux auditeurs d'avoir accepté l'invitation d'ouvrir le bal. Tu es le premier. Je suis ravi, je suis très honoré. C'est une grande chance et puis c'était très clair dans mon esprit que tu étais la personne rêvée pour démarrer ce podcast. Donc merci vraiment du temps que tu nous accordes. J'imagine ton agenda bien chargé. Tu vas partager avec nous aujourd'hui une de tes aventures épiques et tu en comptes déjà bon nombre à ton actif. On a pioché dedans. Ça sera ton expédition de 51 jours et 1150 km fin 2018 en Antarctique pour allier le pôle sud en solitaire, sans assistance et en autonomie totale. Exact, ouais. Première question Mathieu, est-ce que c'est une expédition, une aventure à laquelle tu repenses souvent? Est-ce qu'elle t'habite au quotidien de façon très consciente ou c'est plus latent, elle fait partie de toi ou est-ce que tous les jours tu as des choses qui te ramènent à cette aventure épique? Non, elle fait vraiment partie de moi et j'y pense évidemment très régulièrement parce que cette aventure, elle a vraiment tout changé. C'est-à-dire que moi, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je fais des aventures, des expéditions. J'avais l'habitude de dire que j'étais un spécialiste de rien parce que j'ai touché un petit peu à plein de modes de transport différents, un peu de 4L, un peu de vélo, un peu de moto, un peu de stop, un peu de course à pied. Et après, il y a eu effectivement le ski poulka. Donc la poulka, c'est un traîneau et ça permet en fait de se déplacer avec tout ce dont on a besoin pour vivre et survivre dans un environnement polaire. Et cette aventure en Antarctique, ça a été l'aboutissement de tous ces apprentissages glanés sur la route et comme elle a été plus difficile, plus longue, plus risquée et plus ambitieuse que les autres et que j'ai réussi mon pari, elle m'a ouvert la porte vers plein de nouveaux projets, mais il y a eu un avant et un après. Mathieu, on va parler beaucoup de pôle sud dans l'émission aujourd'hui. Pour ouvrir ce podcast par une petite question d'actu, est-ce que tu saurais me dire quel pôle sud a été découvert pendant l'été par nos lointains voisins indiens? Ah oui, quand même, c'est le pôle sud de la Lune. Bravo. Ouais, absolument. Oui, j'ai bien regardé et en fait, j'ignorais pourquoi on se dirigeait vers le pôle sud, mais en fait, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il y aurait de la présence d'eau au pôle sud, et donc sur le pôle sud lunaire, et donc c'est pour ça en fait qu'il y a un intérêt d'envoyer des petits robots et des fusées pour aller découvrir ça. Est-ce que tu penses que le voyage a été plus long que toi, ton expédition jusqu'au pôle sud? Ah, bonne ça question. Joue à pas grand-chose. Alors, je crois que les Indiens, enfin je sais pas, ils ont pris un chemin plus long que les Américains en 1969. Et les Indiens ont pris un chemin plus long, je crois. Ils ont dû faire plusieurs tours ou une histoire comme ça, alors que les Américains, quand ils y étaient allés, ça avait pris 4 jours, il me semble, alors que les Indiens, peut-être... Beaucoup plus long, 6 semaines. 6 semaines, ouais. 6 semaines, ouais. Donc un petit peu moins de toi, que toi, 42 jours. Plus rapide, mais plus long. Et je crois qu'il y a 340 000 kilomètres pour aller...
vers la de quoi Lune. s'occuper. Ou 385 000, enfin, c'est long. Heureusement qu'ils n'ont pas de Poulka derrière eux. Exactement. Question bonus, tu sais comment s'appelle un spationaute indien? Hyper dur. Ah là, tu m'en colles. Impossible. Viomanaute. Un viomanaute? Ouais. Ok. On le Je saura. sais C'est que un mot les qu'on Chinois, utilise c'était souvent. taïkonaute. D'accord. Mais Bon, écoute, on aura appris quelque chose moi aussi en préparant l'émission. Moins bête de studio. Mathieu, je vais te présenter brièvement. Tu as aujourd'hui 31 ans. Tu es né à Rouen, diplômé de Sciences Po Paris. Tu portes l'hiver sous ta chapka, pas que l'hiver, mais de multiples casquettes, celle d'aventurier, conférencier, auteur et réalisateur. Tu es membre de la Société des explorateurs français ou encore administrateur du fonds de dotation Témoins polaires, Oui. un fonds qui a pour vocation de témoigner des dérèglements climatiques. À 19 ans, tu traverses à vélo l'Europe de l'Est jusqu'à Istanbul, une première aventure à l'instinct où tu découvres avec joie le voyage itinérant et puis la rencontre avec l'autre. Je pense que c'est aussi la quête, c'est aussi ça, se découvrir soi-même et puis aller découvrir l'autre. L'année suivante, après avoir postulé sur un site de bourse aux équipiers, tu embarques aux Caraïbes sur un voilier pour traverser l'Atlantique. 2013-2014, avec ton ami d'enfance Nicolas Aubert, tu effectues un tour du monde de 50 000 km en 4L, 40 pays. Un joli petit tour, tout ça pour soutenir l'entrepreneuriat par le microcrédit. Ouais, exact. Voilà. Et après, je vais m'arrêter là parce que la liste est extrêmement longue. Tu as multiplié le nombre d'expéditions, d'aventures, de traversées pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. On va parler plus particulièrement de ton expédition au pôle Sud, on l'aura compris. Et on évoquera même à la fin de l'épisode ta toute récente descente en packraft de la Vjosa. Je ne sais pas si je l'ai La bien Vjosa, dit. ouais. Vjosa, dernier fleuve sauvage d'Europe. Et tu te consacres donc globalement aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ta mission comme ça que tu l'as définie, à faire de la vulgarisation de la science par l'aventure au travers de docus, de conférences et d'expéditions, transmettre, sans prétendre être scientifique. Eh ben absolument, c'est un chouette résumé. Mathieu, on va remonter un petit peu le temps. Ton goût pour l'aventure, est-ce qu'il était présent dès ton enfance? Et si oui, est-ce que c'est une culture que toi, tu t'es forgée par toi-même? Tu es allé à la recherche de ça? Ou est-ce que c'est un héritage familial ou de ton environnement? Un peu des deux. J'ai eu la chance, moi, de grandir dans une famille où mes parents, en fait, voyageaient pour leur plaisir, mais aussi un peu pour leur métier, où mes parents partaient faire de la médecine humanitaire en Asie, en Afrique. Et donc, moi, j'ai grandi en voyant ma mère partir un mois au Mali, au Burkina, au Vietnam. Et en grandissant et en la voyant faire ça, ça me paraissait normal, finalement. Donc, je pense qu'il y a un héritage familial évident. Et puis après, sur le plan personnel, moi j'étais très attiré par la vie au grand air. Donc j'ai été scout pendant une dizaine d'années. Le scoutisme, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement ce que c'est un mouvement de jeunes qui fait qu'on se retrouve et on va construire des cabanes, on va monter des petits projets, on va faire des feux. Il y a plein de groupes qui existent et moi j'étais avec des bons copains d'enfance et donc ça m'a permis d'apprendre à me débrouiller assez tôt. Et puis à chanter aussi. Et puis à chanter. Et puis oui, il y a tout un tas de branches différentes. Il y en a qui sont plus ou moins codifiées que d'autres, mais en tout cas, on est en pleine nature et c'est ça qui est plaisant. Et puis autrement, moi j'ai été énormément inspiré et bercé par les aventures de Tintin et Milou. C'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est la vérité. Moi j'étais complètement passionné par l'univers d'Hergé. Et Tintin, on a tous lu Tintin, c'est un petit personnage qui part aux quatre coins du monde, qui va en Inde, qui va en Égypte, qui va sur la Lune aussi. Et quand on grandit en lisant Tintin, on n'a qu'une envie, c'est un peu de limiter, de partir à l'aventure soi-même. Et moi, j'ai un petit peu essayé de faire ça quand je l'ai pu. Je sais pas comment on appelle un cosmonaute belge d'ailleurs. La question se pose avec Tintin. Est-ce qu'il y a un programme spatial belge? On ne sait pas encore. Comment tu t'imaginais plus jeune, comment tu te rêvais plus tard plus exactement? Est-ce que c'était possible d'imaginer que ça puisse devenir ton métier, d'être aventurier? Est-ce que c'était un doux rêve déjà? C'est difficile en fait d'en faire un métier parce qu'il n'y a pas vraiment d'études, il n'y a pas tellement de voies en fait toutes tracées pour en vivre. Je pense que c'est le résultat d'une passion, d'expérience et chacun trace sa propre voie. Mais en tout cas, moi quand j'étais plus jeune, je m'imaginais, j'avais envie d'être journaliste reporter comme notre petit Tintin. En grandissant, en évoluant, j'avais plus envie de me diriger vers une carrière peut-être dans les affaires internationales, la diplomatie. Et mes études supérieures étaient tournées vers ces sujets-là. Et finalement, à force de faire des aventures, à force de faire des expéditions qui étaient au début très amateurs, quand on parlait de cette traversée de l'Europe à vélo, moi j'avais tout juste 19 ans, je venais de passer mon bac, je connaissais pas du tout le vélo sur des longues distances, et donc j'avais monté ça avec 3 bouts de ficelle. Et à force d'en faire, en fait, j'ai commencé à découvrir un petit peu les rouages de la communication, de la création de projets, de la valorisation aussi de ces projets. Et à force d'en faire, avec ce tour du monde en 4L d'un an avec mon ami d'enfance pour promouvoir la microfinance, et j'ai commencé à dessiner comme ça une manière de créer des expéditions et de les valoriser. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège immense de pouvoir créer ces projets et d'en vivre. Ce moteur-là, ce qui t'anime profondément, c'est vibrer et se dépasser.
Est-ce que c'est des choses que tu cherches dans les aventures que tu trouves? Est-ce que dans ton quotidien, tu arrives à trouver ça, cet élan, ce souffle, ou est-ce que c'est un combat au jour le jour? Ce qui m'anime, c'est d'aller voir ailleurs. Ce qui m'anime, c'est effectivement de vibrer, d'avoir une notion un petit peu de dépassement de soi dans ce que j'entreprends. Et ça, c'est possible quand on part au pôle sud, mais c'est aussi possible moins loin. Enfin, moi, je suis un fervent défenseur de la micro-aventure ou de l'aventure locale, et on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour éprouver un sentiment d'épanouissement ou un sentiment de dépassement de soi. Et donc, c'est pas une épreuve au quotidien du tout. Non, je crois qu'on peut vraiment vivre des aventures pas très loin. Et quand moi je suis pas en expédition, j'essaye d'avoir des aventures qui sont plus proches de chez moi, à vélo, à pied, dans les montagnes, dans les Alpes. On a la chance en France d'avoir un terrain de jeu qui est incroyable, donc c'est quand même compatible avec la vie de tous les jours. Est-ce que ça veut dire que l'aventure finalement elle est par rapport à soi plus que le contexte dans lequel on évolue, c'est-à-dire accepter de se pousser dans ces retranchements, d'explorer des zones inconnues, sortir de sa zone de confort, c'est plutôt par rapport à soi-même finalement que le cadre dans lequel on l'exprime? Ouais, et puis il n'y a pas de compétition, il y a plein de personnes parfois qui viennent me voir en disant voilà, moi j'ai un projet, mais ça va te sembler ridicule, mais en fait, si dormir par exemple dans une forêt, ou si partir faire un trail, ou si partir relier deux villes à vélo, c'est une aventure pour une personne, bah, voilà, ça c'en est une, quoi. Et on n'est pas tous obligés de gravir la plus haute montagne du monde ou d'aller traverser un océan à la rame pour vivre une aventure. Je crois vraiment que l'aventure, par définition, pour moi, c'est se confronter à l'inconnu, et voilà, l'inconnu il est partout. Donc aujourd'hui on a tendance peut-être à se complaire dans une forme de sécurité, de confort, et peut-être à prendre de moins en moins de risques. Mais je crois que quand on se met un petit peu en danger, alors avec des guillemets, hein, on en sort toujours enrichi, grandi, avec une meilleure connaissance de soi, et ça donne envie en fait de se pousser davantage. Donc il n'y a pas de compétition, quoi. Ce qui est intéressant, je trouve intéressant plein de choses dans ton bouquin, le continent blanc, Oui. qui raconte cette aventure, c'est que finalement un enfant naît comme ça, c'est que finalement Oui. nous, avec l'âge, avec le temps, la société, on rentre dans le rang, et finalement on n'a plus cet esprit de prise de risque, en tout cas beaucoup moins. On se fait attraper, enfin voilà, en tout cas niveler et tempérer nos aspirations, et finalement c'est quand on est enfant que c'est finalement qu'on plus est les pur. plus grands explorateurs finalement. C'est ce que j'écris dans le bouquin. Quand on est petit, on va goûter n'importe quoi, on va mettre les doigts partout, on va se casser la figure, et on va se relever, on va recommencer. Et c'est vrai que quand on a expérimenté tout ça, on le fait plus. Mais quand on est enfant, ouais, on est les explorateurs les plus chevronnés, quoi. Et en grandissant, on a tendance à se calmer un petit peu. Et c'est vrai que parfois on se fait un peu rattraper par peut-être la vie qui fait que voilà, on a envie de prendre de moins en moins de risques, et voilà, avoir de plus en plus de certitude en fait sur son parcours et sur son avenir, et peut-être qu'on prend un petit peu moins de risques en grandissant. J'ai commencé à le toucher du doigt, en tout cas tout à l'heure, tu as évolué dans un certain nombre d'écosystèmes, d'environnements dans lesquels tu as vécu des aventures très diverses. Ça va être le petit instant plus, si on revient sur les aventures que tu as vécues jusqu'ici, aventure, expédition, projet, on englobe tout. En quelques mots, celle qui a été la plus exigeante pour toi jusqu'à maintenant? Celle du pôle sud, on va en parler. Quand on parle d'Antarctique, on parle d'un continent quand même qui est le plus froid, le plus sec, le plus venteux de la planète. Donc on est dans un univers, un environnement qui est extrême, et donc ça demande une rigueur immense en fait sur tous les plans, quoi. Sur le plan logistique, sur le plan de la préparation physique, sur le plan de l'alimentation, de l'habillement. On peut pas faire vraiment d'erreur. Donc l'Antarctique c'est très exigeant. La plus déstabilisante? La plus déstabilisante, moi je dirais que c'était cette aventure en 4L. On est parti pendant 1 an à travers 40 pays. On est parti de France pour revenir en France en essayant de rouler le plus possible sur la Terre. Donc quand on arrivait au bout d'un continent, on mettait la 4L dans un container. Ce container allait sur un bateau, et on récupérait la voiture de l'autre côté, et on continuait à rouler. Et donc on a eu la chance en fait de traverser une bonne partie de plein de pays, quoi. Et c'est déstabilisant parce que on voit en fait au rythme de la voiture, enfin de la vitesse de la voiture, les paysages changer, les visages se transformer, les cultures changer, et donc ça déstabilise. Nous, on a fait ça, on avait 21 ans, et on n'en sort pas indemne. Celle que tu raconteras en premier à tes enfants? Je sais pas. Je pense ce tour du monde en 4L, parce que c'est
C'était tellement génial et tellement dingue en fait de vivre ça en plus avec son pote d'enfance que c'est l'aventure en tout cas qui m'a peut-être le plus bouleversé. C'était une aventure vraiment au contact des hommes et des femmes de cette planète, contrairement à peut-être celle du pôle Sud où c'était une aventure à la rencontre de moi-même parce que j'étais tout seul. Celle de la 4L, c'était quand même une année à travers le monde que peut-être ce serait la première chose que je raconterais. On est assis tranquillement sur un canapé, là, mais celle dont tu voudrais revivre les émotions, là, maintenant. Regoûter. Ouais. Peut-être celle du Marathon des Sables. Alors, c'est une aventure sportive, c'est une course, mais c'était au milieu du désert du Sahara, au Maroc, et c'est plus une course en fait parce que moi je suis pas quelqu'un qui court très vite et je trouve qu'il y avait une ambiance et une forme de fraternité entre les coureurs qui étaient avec moi qui était assez folle et je m'y attendais pas en m'inscrivant à cette course et j'aimerais bien réexpérimenter ça. Ouais. J'ai eu la chance de participer au Marathon des Sables cette année. Effectivement j'ai ressenti ça aussi et puis au fil des jours, en fait, c'est une course à étapes. Au fil des jours, finalement, le dénuement dans lequel on est, et puis qui est inversement proportionnel à la solidarité on devient tous un corps humain, un short et un t-shirt, et puis c'est à peu près tout. On a tout en commun, quoi. Et puis c'est rare, en fait, d'être aussi longtemps comme ça dans la nature, de voir les étoiles, dormir dehors. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se crée. Et t'as raison, il y a une évolution entre le premier jour où tu sais pas trop où tu mets les pieds, et puis à la fin, tu t'es fait des potes. T'as l'impression que c'était meilleurs copains, quoi. Les frères du désert, c'est comme ça qu'on s'appelle. La petite rubrique Uno, qui est une question en rafale autour du chiffre 1. C'est un petit pas de côté pour continuer à faire connaissance ensemble. Un moment historique que tu aurais aimé vivre. C'est étonnant que tu aies parlé de la Lune en introduction, parce que vraiment, la première fois que l'homme a mis le pied sur la Lune, Neil Armstrong, j'aurais aimé en fait vivre ça, parce que je pense que ça a dû être une communion et un aboutissement et un rêve en fait de plein de gens, et le vivre en direct, ça a dû être quelque chose de fou. Et en termes d'exploration, c'est quand même on est au-delà de la Terre, quoi. Donc j'aurais bien aimé vivre cet alunissage en direct. Je sais pas ce qu'on pourrait vivre l'équivalent Mars, peut-être un jour. Peut-être, peut-être, ouais. Et si tu pouvais te téléporter là maintenant dans un endroit du globe? J'aimerais bien aller voir la Terre Adélie. La Terre Adélie, c'est en Antarctique. Alors, c'est de l'autre côté de l'Antarctique, là où moi j'ai eu la chance d'aller. C'est pour schématiser en face de l'Océanie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Moi, je suis parti avec mes skis et ma plouka du côté sud-américain, plutôt du Chili. Et donc là, on est vraiment de l'autre côté. Et il y a une base scientifique française qui s'appelle Dumont-d'Urville, donc qui est en Terre Adélie. Et j'aimerais bien aller là-bas un jour. Et si je pouvais y aller demain, je pense que je ne mettrais pas longtemps à signer. Si tu pouvais être ami avec un personnage de fiction? Ah bah ça c'est facile, moi ce serait Tintin et son petit chien Milou. Tu le chéris toujours autant? Ouais, vraiment. Ce qui est fascinant avec Tintin, c'est qu'on a beau relire les aventures de Tintin et Milou, on découvre toujours des choses. Il y a des BD qu'on a lus il y a très longtemps en étant enfant, et en fait en les relisant en étant adulte, on comprend pas mal de choses différemment, parce qu'Hergé il avait cette faculté en fait à intégrer ces scénarios dans l'histoire, dans la géopolitique. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes, et moi j'ai plaisir à relire les BD régulièrement. Je les ai d'ailleurs toutes en PDF, donc je les ai toujours sur mon iPhone. Donc quand je suis en expédition et que j'ai rien à faire, il m'arrive souvent de relire des Tintins, et donc moi, c'est une vraie source d'inspiration, mais en tout cas ça me colle toujours au corps. Un mot pour décrire ta vie jusqu'ici? Pas simple. Non, pas simple, effectivement, mais je dirais liberté. J'ai eu la chance de mener toutes ces aventures et d'avoir réussi à en faire une vie, à en faire une activité en tout cas, et tout ça est toujours basé sur cette liberté en fait d'entreprendre, un peu comme un chef d'entreprise créerait son propre produit ou son propre service, quoi. Il y a une dimension liberté qui est très forte quand on est maître de son temps. On a une dimension aussi créatrice, quoi, parce que moi mes expéditions c'est des pures créations, quoi. Je réponds pas à un besoin forcément, mais j'essaye que tout ça ait une utilité. On en parlera peut-être après, mais ouais, je dirais liberté. Je parle de chance, mais la réalité des choses, c'est aussi beaucoup de travail. C'est-à-dire que cette chance, tu l'as provoquée, construite avec le temps et beaucoup d'efforts. Oui, c'est clair, il ne faut pas s'en cacher.
Oui, bien sûr, mais parfois il y a aussi des alignements de planètes et on n'est pas tout le temps responsable. Mais bien sûr que derrière tout ça, oui, il y a eu des efforts, il y a eu pas mal de sueur. Ouais. Merci beaucoup Mathieu. On va maintenant plonger dans ton aventure épique. Dans ton livre, tu dis à nouveau que tu es plus animé par la peur du regret que la peur de l'échec. Ouais. Est-ce que le regret, c'est quelque chose que tu ressens dans ton quotidien, ou justement ces aventures, elles ont vocation à devancer ce sentiment-là? C'est souvent une question qu'on me pose. Pourquoi, en fait? Pourquoi tu fais ça? Et c'est vrai qu'une des réponses, c'est cette peur du regret. Alors, tu l'as dit, j'ai 31 ans, donc je suis encore jeune, évidemment. Mais je sais pas, j'ai un peu cette peur ou cette terreur de me dire plus tard, j'aurais pu, j'aurais dû. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance, enfin en tout cas pour moi, d'être en bonne santé physique, d'avoir du temps. Et donc il y a plein de choses qui me passent par la tête et je me dis pas, je le ferai plus tard. En fait, je crois vraiment que l'aventure, il n'y a jamais de bon moment pour partir à l'aventure. Enfin, quand on est vieux, on est trop vieux. Quand on est jeune, on est trop jeune. Enfin, je veux dire, la conjonction du temps, de l'argent, de la bonne santé physique, on a rarement tout en même temps. Et donc moi, j'essaye vraiment d'avoir ce moteur qui a la peur du regret et pas tellement la peur de l'échec, même si évidemment ça me plaît pas quand j'échoue. Mais j'essaye plutôt d'être poussé en fait par cette motivation de me dire voilà, faut y aller et ça se passera certainement pas comme prévu. C'est plutôt normal parce que c'est une aventure, mais le pire en fait serait de pas essayer ou de pas partir. Ces projets-là, ils ont aussi pour vocation de t'aider à te retrouver toi-même, de passer du temps avec toi pour toi. Est-ce que tu as le sentiment là aussi que dans le quotidien, tu te perds un peu avec les semaines passant et les mois? Est-ce que tu as l'impression que tu t'oublies et que tu te négliges? Non, alors quand je suis parti au pôle Sud, c'était une aventure à la rencontre de moi-même. En fait, j'ai choisi de partir seul parce que je trouvais que c'était une forme de luxe, en fait, que d'avoir autant de temps pour soi et rien que pour soi. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait vraiment ce choix de partir tout seul pendant quasiment 2 mois dans le plus grand désert de la planète parce que je me disais que voilà, c'était quelque chose d'assez inédit, en tout cas moi dans ma petite existence, de passer comme ça quasiment 2 mois seul avec moi-même. C'était une forme de curiosité de ma part, mais c'est pas quelque chose que j'ai souhaité forcément reproduire à chaque fois dans mes aventures. La majorité de mes aventures étaient d'ailleurs pas solitaires. Mais c'est vrai que dans le solitaire, il y a une forme d'intensité, je trouve, qu'on retrouve pas forcément en équipe ou en groupe. Comment est-ce qu'on la trouve, sa prochaine aventure? C'est quoi les critères déterminants pour toi? Est-ce que là aussi, il y a une part de hasard? Est-ce que c'est une construction? Enfin voilà, comment est-ce que ça s'élabore? Ça dépend de l'histoire qu'on a envie de raconter. C'est plus facile pour toi aujourd'hui de te projeter dans des aventures au regard des messages et des causes qui te tiennent particulièrement à cœur? Est-ce que ça angle déjà un peu ce que tu cherches, là où peut-être tu explorais plus au début? En fait, moi, j'ai l'impression de débuter un peu parce qu'il y a eu, avant le pôle Sud, une quantité d'aventures un peu amateurs et qui répondaient à des envies, à des rêves, à des désirs en fait d'ailleurs et de voir par moi-même. Et puis depuis qu'il y a eu le tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance et cette expédition au pôle Sud, c'est vrai que je prends plus de temps quand je monte une aventure parce qu'il faut qu'elle réponde à pas mal de questions, il faut avoir envie d'en parler, et il faut que moi elle me motive aussi profondément, donc comme j'ai envie de les valoriser par ailleurs, et après l'aventure, elle demande un peu plus de temps pour être montée, et donc aujourd'hui, moi l'idée c'est de rendre ces aventures un petit peu utiles, et donc c'est d'apporter des messages sur l'environnement, sur la fonte des glaces, sur les mondes polaires. Et donc quand je monte une aventure, j'essaye de répondre à ces questions et d'avoir une forme d'utilité après pour sensibiliser, pour toucher les gens, parce que je crois vraiment en une chose, et tu l'as dit en introduction, c'est que aujourd'hui, vulgariser la science, c'est primordial en fait pour sensibiliser et pour toucher le public, parce qu'aujourd'hui la communauté scientifique elle alerte autant qu'elle le peut, mais parfois on a du mal à toucher au cœur parce que ça nous semble éloigné, et l'aventure est une bonne porte d'entrée en fait pour porter ces messages et ces sujets, et moi je suis convaincu de ça, et je suis pas un scientifique, je suis pas un spécialiste du climat. En revanche, j'ai cette capacité peut-être à porter ces sujets parce que je vais sur le terrain et à essayer de les vulgariser avec des mots, avec des expériences, avec des sensations, avec des émotions, et ça passe par des conférences, ça passe par des films documentaires, ça passe par des livres, et ça permet de toucher les gens parfois au cœur, et parfois ça fait changer des idées préconçues, ça fait réaliser certaines choses à des gens, et là moi je me sens utile à ma hauteur, à mon échelle. Donc aujourd'hui les expéditions, j'essaye de les créer comme ça.
À quel moment tu te dis, ça y est, là je dois y aller? À quel moment tu as la conviction qu'il faut avoir réuni quoi? Est-ce que tu es très impulsif dans ces choix-là ou au contraire, c'est un long processus très réfléchi? Tout dépend en fait de la difficulté de l'expédition, de l'engagement qu'elle représente, du terrain aussi. Ça peut être un peu impulsif quand c'est quelque chose que je sais faire, c'est-à-dire prendre des sacoches, les mettre sur un vélo et partir à l'aventure. Mais quand on se dirige vers des géographies plus difficiles d'accès, avec des dangers, non, on part pas de manière impulsive du tout, ce serait une grosse bêtise. Mais comment on le sait, en fait, on le sait jamais vraiment, quoi. C'est une envie, et puis après c'est quelque chose qui se débloque, on rencontre les bonnes personnes et on monte le projet ensemble, et après on fixe une date. Et puis l'avantage c'est que dans les mondes polaires, c'est très saisonnier, on peut pas y aller toute l'année. Par exemple là, on se parle, on est encore en été ici à Paris, en Antarctique c'est le plein hiver, donc jusqu'à octobre, c'est ça, on peut pas y mettre les pieds. C'est quoi l'amplitude? Ouais, c'est entre février et octobre? Exactement, ça commence, l'été austral il commence fin octobre, début novembre, et ouais, ça continue jusqu'en février, fin février. Ouais. Donc c'est très saisonnier. Donc les départs polaires sont encadrés par ces saisons. Et puis l'Arctique, donc qui est au nord, c'est inversé par rapport au sud. Donc bref, on essaie de se caler aussi là-dessus. Est-ce que le grand froid et le polaire, tu as une attirance plus particulière ou des prédispositions pour cet environnement-là, ou c'est au même titre que d'autres, et c'est aussi au service des messages que tu veux faire passer sur ces territoires-là et sur les enjeux qu'il y a? Pas de prédisposition particulière. L'entraînement en milieu polaire fait que voilà, on y va avec plus de facilité. Mais non, moi je suis né en Normandie, donc je connais bien la pluie et pas trop la neige et le froid extrême. Mais ce qui me plaît beaucoup dans les mondes polaires, c'est que c'est des milieux qui sont uniques à chaque fois. C'est-à-dire que si on va en Arctique, on va voir des icebergs, on va voir des glaciers. Et comme tout ça est en mouvement permanent, parce que c'est de l'eau qui est figée et qui se déplace au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure de la fonte, le paysage que tu as devant les yeux, il est unique. Et ça, ça c'est assez fou en fait de se rendre compte de ça quand on y est. Et puis je trouve que dans les déserts d'une manière générale, parce que moi ce qui m'attire c'est surtout les endroits immenses et vides, c'est qu'on fait toujours l'expérience en fait d'une forte intériorité. C'est-à-dire que quand on est dans un désert, quand on est aussi au milieu de la mer par exemple, ou un désert chaud ou froid, on fait le vide parce qu'autour de nous c'est un peu le néant, et donc on laisse derrière soi tout ce qu'on connaît. Et forcément, quand on se détache de tout ça, on est obligé de puiser un petit peu à l'intérieur de soi. Et donc, c'est des moments qui sont forts, en fait, et en tout cas, que moi, je ne retrouve pas forcément en ville ou très entouré comme on peut l'être. Donc c'est des sensations qui me plaisent beaucoup. Et après, oui, les mondes polaires sont en première ligne du réchauffement climatique. C'est des endroits qui se réchauffent 4 à 5 fois plus vite que d'autres endroits sur Terre. Et tout ce qui se passe en Arctique a un lien direct sur nos climats tempérés. Et donc, quand on veut parler de dérèglement et de réchauffement climatique et de perte de la biodiversité, les mondes polaires, c'est vraiment des mondes sentinelles. Et parler des mondes polaires, c'est parler du dérèglement global. Et comme on est tous un petit peu émerveillés par ces mondes-là, parce qu'ils sont fascinants, parce qu'ils sont merveilleux, parce qu'ils sont superbes, et qu'on a tous grandi avec le mythe du Père Noël, je crois qu'on arrive facilement à toucher. Quand on parle d'un ours polaire ou d'un manchot, on est tout de suite assez réceptif. Je vais te faire réagir à quelques chiffres clés sur ton expédition pour guider un peu les auditeurs sur la réalité de ton quotidien. 6500. C'est quoi 6500? C'est le nombre de calories que je mangeais que j'ingérais par jour. Plus que Marathon des Sables. Ouais, plus que ça. Et j'ai même perdu un peu de poids pendant cette expé, mais ouais, c'était beaucoup de beurre, beaucoup de nourriture lyophilisée, de chocolat, fruits secs, fruits à coque. Moins 50. Moins 50, c'est la température. Alors moi, j'ai eu en température réelle moins 37 degrés. Et avec le vent, je ne saurais pas dire, mais peut-être que ça frôlait les moins 50. Ouais. Il y a des vêtements aussi qui étaient prévus pour résister à cette température-là. 50. 50, c'est le nombre de jours que j'ai passé à tirer mon traîneau pour donc rallier la côte du continent antarctique au pôle sud. Et ça faisait en total, tu vas peut-être le dire, mais 1150 km C'était mon point d'après, de distance. Ouais. 23. 23, c'était... 23, attends... Au quotidien, un objectif quotidien. Ah, 23, ouais, 23. Il fallait faire 23 km par jour pour atteindre mon objectif, mais il m'est pas venu à l'esprit tout de suite parce que, en fait, au début, le traîneau est très lourd. Donc, on parcourt moins de 23 km. Et puis, plus on avance, plus le traîneau se décharge parce qu'une grande partie du chargement, c'est de la nourriture. Et plus on s'approche du point d'arrivée, plus le traîneau est léger, plus on va vite. Et donc, plus on fait de kilomètres. Donc, en fait, 23, ça m'évoque pas grand-chose. Mais
En le lissant, ouais. Ouais, j'ai skié entre 10 et 32 km tous les jours. 115. 115, c'est le poids du traîneau. Donc, c'est 1,5 fois mon poids. Et ouais, l'essentiel du chargement, nourriture et combustible. Le combustible va servir à faire fondre la glace et la neige pour obtenir de l'eau. Et l'eau pour moi m'hydrater et pour me faire à manger. C'est ma question d'après. 4. 4. En lien avec ce que tu viens de dire juste avant. Tu faisais fondre, c'est ça? 4 litres d'eau, ouais, exact. 4 litres d'eau par jour. Donc ça, c'était des besoins pour le lyophilisé. Ouais. Bah moi, je faisais fondre l'eau, la glace le soir avec mon réchaud, et je mettais ensuite cette eau dans des thermos parce qu'après, il faut bien comprendre qu'on est dans un congélateur, donc tout gèle très rapidement. Et l'eau, je la buvais, je l'ingérais sous forme de soupe ou aussi avec du lyophilisé, et ça me suffisait pour 24 heures. Donc j'ingérais 4 litres d'eau par jour. La préparation globale à la construction de ce projet, c'est autour de 2 ans, si j'ai bien compris, à peu près, si on essaie de périmétrer à peu près. Ouais. C'est quoi ce qui t'a sorti le plus de ta zone de confort sur cette phase de préparation, que ce soit à la fois peut-être dans une dimension plus projet ou logistique, mais aussi peut-être physique? C'est quoi les choses les plus compliquées à simuler ou peut-être les plus éprouvantes pour toi? Je sais pas si c'est le plus éprouvant, mais une des parties qui est très dure et qu'on évoque en fait assez rarement, c'est toute la partie de préparation, toute la recherche de financement, de partenaires. Et c'est là en fait que je pense qu'une bonne partie de l'expédition peut se jouer, parce que il faut une vraie ténacité et persévérance en fait pour arriver sur la ligne de départ. Et je suis sûr que tous les grands sportifs doivent le dire aussi, mais quand on essuie des refus à chaque fois pour des partenariats, pour des sponsoring, faut croire en soi, quoi. Moi, j'avais 25 ans quand je montais le projet. Je suis parti à l'âge de 26 ans. Et voilà, faut être crédible. Alors, j'avais la chance d'avoir fait des projets avant, donc j'avais des choses à montrer, mais quand même, il faut pas abandonner, quoi. C'est pas simple. Une fois qu'on a pris le départ de l'expé, c'est pas facile, mais j'ai envie de dire, il suffit de marcher tous les jours et si tout se passe bien, on arrive au bout. Mais il y a plusieurs mois difficiles avant d'être sur cette ligne de départ. C'est compliqué de maintenir justement la motivation et l'engagement constant? Ouais, carrément, parce que quand tu vas avoir des gens que tu leur dis tu veux aller au pôle sud tout seul à ski en solitaire sans ravitaillement, les gens ne comprennent pas forcément. Donc toi, tu es habité par ce rêve, tu sais pourquoi tu le fais, tu présentes tout ce que ça peut apporter, mais tout le monde n'est pas forcément réceptif. Donc il faut trouver les bonnes personnes, il faut être bien accompagné aussi. Donc ça demande en fait de faire appel à plein de compétences, quoi. À la fois des compétences en communication, en recherche de partenaires, et puis il y a toute la partie logistique, entraînement, qui est pas négligeable non plus. Donc il faut mener tout ça de front. Et il faut être un peu un chef d'orchestre. Et si on veut après faire un film, écrire un livre, il faut aussi penser à tout ça. Donc quand on veut faire le projet de manière complète, ça demande de l'énergie, du temps et de la persévérance. Ouais. C'est quoi l'élément peut-être que tu n'avais pas imaginé ou peut-être sous-estimé justement dans cette phase amont? Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris? J'ai pas été tellement surpris avant, j'ai plutôt été surpris après en fait. Moi, j'aurais jamais imaginé un tel engouement autour de cette expédition. Encore une fois, moi je suis parti pour moi, je suis pas parti pour défendre une cause. Depuis que je suis revenu, les expéditions ont changé, je raconte d'autres histoires, j'essaie d'adopter un autre rôle, une autre position. Mais à l'époque, en 2018, quand je suis parti dans cette expédition au pôle Sud, je l'avais assumé à 100%, c'était un rêve de gosse, je voulais partir, vivre cette aventure pour moi et aller au pôle Sud à pied, à la manière de mes héros qui étaient Shackleton, Amundsen, Jean-Louis Etienne, et essayer de vivre une aventure au rythme du temps. Donc c'est aussi pour ça que j'avais fait le choix de partir à pied, à ski, sans utiliser de kite ou de moyens pour aller plus vite. Et quand je suis revenu, il y a eu vraiment un emballement un petit peu médiatique, parce que moi je me souviens, je suis arrivé fin janvier en France et 2 jours après ou 1 jour et demi après, j'étais sur le plateau de Yann Barthès sur Quotidien qui m'interrogeait. Enfin, moi je débarquais de mes 2 mois tout seul et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait et en fait j'ai compris qu'il y a pas mal de gens qui ont suivi l'aventure, qui m'ont suivi pas à pas et puis bon, c'est vrai que je suis devenu
le plus jeune au monde en fait à réaliser cette expédition et le premier Français dans ces conditions, c'est-à-dire en solitaire et sans ravitaillement. Et je crois que ça a plu à pas mal de gens parce qu'ils étaient fascinés peut-être par l'Antarctique comme moi, ou ils étaient interloqués par l'idée de le faire seul. Et les images que j'en ai rapportées, c'est vrai, sont belles. Mais j'ai été vraiment dépassé et très étonné de cet enthousiasme qu'il y avait autour de ce projet personnel, mais pour mon plus grand bonheur. Et donc j'ai commencé à faire pas mal de conférences, d'abord pour mes partenaires, mais après pour d'autres entreprises. Et aujourd'hui, je continue à intervenir pour raconter cette histoire et expliquer quelles ont été les clés qui m'ont aidé à pas abandonner, à rester motivé, parce que ça a été évidemment dur. On était 7 à tenter l'aventure en 2018 et on n'est que 2 à être arrivés. Il y a eu des conditions assez dantesques, notamment une vague de chaleur en Antarctique qui a duré plusieurs semaines et qui a poussé la majorité des expéditions à l'abandon. Donc moi j'essaie d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'a aidé à tenir et quelles sont les clés, les choses que j'arrive à mobiliser quand tout devient compliqué. Tu parles des conférences et des entreprises, mais il y a aussi les enfants, j'imagine qu'ils ont des yeux grands ouverts. Ouais, il y avait pas mal. Moi, j'étais ambassadeur pour la Seine-Maritime. Je viens de Normandie, donc le département de la Seine-Maritime. Et il y avait plein de collèges qui suivaient l'expédition. Et donc, j'étais intervenu avant de partir dans de nombreuses classes. Et puis, de nombreuses classes avaient suivi l'expédition. Parce que moi, je mettais un point d'honneur à partager mon aventure en temps réel. Donc, tous les soirs, je prenais du temps, en fait, pour envoyer une petite photo et écrire un petit résumé, en fait, de ma journée. J'envoyais ça par satellite. Il n'y a pas la 4G en Antarctique, pas encore, et c'est d'ailleurs plutôt une bonne chose, comme ça on peut vraiment avoir une forme un espace de solitude. Et puis je suis beaucoup intervenu aussi évidemment au retour pour parler des mondes polaires d'une manière générale, mais aussi un peu d'audace, de dépassement de soi. Je crois que c'est des messages qui sont importants à partager à notre jeunesse qui parfois peut-être se sent un peu perdue, un peu déboussolée. Il y a une équipe très large qui t'a entouré sur ce projet-là. Il y a Jean-Louis Etienne dont tu as parlé. Ouais. Au-delà d'une caution et de la référence que c'est, qu'est-ce qui t'a apporté, ou en tout cas qu'est-ce que tu as trouvé chez lui dans la construction de ce projet-là ? Jean-Louis Etienne, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur qui a vraiment fait l'histoire de l'exploration polaire du siècle dernier. C'est le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986. Il a traversé l'Antarctique de part en part sur plus de 6000 km avec une équipe internationale et des chiens de traîneau. C'était à la fin des années 80. Et il a fait ça pendant la guerre froide avec un équipier russe, un équipier américain, un équipier japonais, chinois et un anglais. Et Jean-Louis, c'est un fervent défenseur de la nature, de l'environnement, un porte-parole du climat. Il a écrit plein de livres et oui, moi, il m'a énormément inspiré. Il a des phrases magnifiques sur la persévérance, sur le dépassement de soi, sur la motivation, sur le travail. Et il a toujours dit qu'à force de temps, de travail, de persévérance, tout est possible. Et moi, je me suis vraiment pris au mot, quoi. Et j'ai essayé de monter ma propre aventure, ma propre expédition. Et quand il a accepté d'être le parrain de cette aventure, oui, ça m'a rempli d'une forme de force parce que j'ai eu sa confiance, parce qu'il était aussi un marqueur de crédibilité dans ma démarche. Et il ne m'a pas aidé sur le plan logistique parce que là, pour le coup, il y a des logisticiens dont c'est le travail. Mais moi, il m'a donné de la confiance et de l'envie pour mener mon aventure. Ta plus grande appréhension, ta plus grande incertitude, c'est quoi avant de te lancer dans ce projet, en tout cas d'en donner le coup d'envoi? Non, mais avant de commencer une telle aventure, il y a beaucoup d'excitation. Moi, je me souviens très bien de l'état d'esprit dans lequel j'étais quand le petit avion à hélice m'a déposé sur la côte du continent antarctique. Le petit avion, il survole des glaciers et on voit en fait l'Antarctique du ciel. Et quand tu vois cette immensité blanche et que tu t'imagines... toi, tout petit. Un petit point noir au milieu de tout ça. Et ouais, et il fait jour tout le temps. Et il y a des animaux en Antarctique, mais ils sont sur la côte du continent. C'est des manchots, des baleines, des phoques, des oiseaux. Mais au cœur du continent, c'est un immense désert. Donc il n'y a pas de vie du tout. Et quand on s'imagine dans cet immense désert et qu'on sait qu'on va y passer au moins 2 mois, on a de l'appréhension, quoi. On se demande si on a bien tout dans son traîneau, si on va tenir le coup. Mais c'est une appréhension qui est saine, je crois, parce que ça voulait dire que j'étais pas en excès de confiance avec moi-même. Je savais qu'il y avait des dangers sur ma route, le froid extrême, la présence de crevasses, ce genre de choses. Donc c'est bien, c'est un stress qui est moteur, quoi, une appréhension qui est motrice dans l'aventure que je vais démarrer et qui m'a aidé, je pense, à pas faire de bêtises.
quelle connexion tu vas avoir au réel? C'est quoi les points de contact? Il y a des points de contact quotidiens, globalement, tu dois rapporter pour expliquer que tout se passe bien, globalement, c'est ça? Alors, sur mon expédition, moi, il y avait une équipe qui était basée sur la côte du continent. En fait, il faut savoir que pendant l'été austral, en Antarctique, il y a des allées et venues. Alors, il y a des scientifiques qui sont répartis sur des bases. Il y a des alpinistes qui vont faire l'ascension de la plus haute montagne d'Antarctique. Il y a des documentaristes, des photographes, des équipes de tournage qui vont parfois aller filmer les manchots sur la côte. Donc, pendant quelques mois de l'année, il y a quelques allées et venues. Et donc, il y a un camp qui est installé et qui gère un petit peu la logistique liée au déplacement des uns et des autres. Et donc moi, j'avais donc une personne qui s'occupait en fait d'avoir un lien en fait avec mon expédition, avec mon parcours. Et donc tous les soirs, entre 20h30 et 20h40, j'avais une vacation téléphonique avec mon téléphone satellite et je rapportais en fait ma position GPS. Donc je donnais l'endroit dans lequel je me trouvais et je donnais aussi mon état de forme physique et psychique et on faisait ça tous les soirs. Et si j'oubliais de le faire 2 soirs d'affilée, eh bien ils envoyaient un avion à ma recherche sur ma dernière position GPS connue. Donc il y avait quand même ce filet de sécurité qui était rassurant parce que je savais que je marchais tout seul vers le pôle, mais que j'avais cette possibilité en fait d'être secouru aussi vite que la météo le permet. Donc il faut quand tu es pris dans le whiteout, on va parler un peu après, là tu sais que personne ne peut venir te chercher. Si ça se passe faire voler des avions dans le whiteout, c'est pas possible, et faire atterrir des avions sur des terrains très accidentés, ça ne l'est pas non plus. Donc il faut trouver un endroit où c'est à peu près plat et un moment de la journée où il n'y a pas trop de brouillard. Ça arrive, hein, mais c'est pas tous les jours. Mais donc il y avait cette forme de lien avec le monde extérieur. Et après voilà, moi j'avais cette envie de partager. Donc tous les jours j'envoyais du contenu à mon équipe là pour le coup qui était restée en France et qui publiait ça après sur mes réseaux sociaux pour moi parce que j'avais pas accès à Internet directement. Mais c'était vraiment une communication à sens unique, quoi. C'était moi qui envoyais du contenu et après je vivais ma vie et j'ai gardé un lien avec mes proches en les appelant le jour de Noël et à l'arrivée. Et en fait l'arrivée c'était particulier, mais Noël c'était un peu frustrant parce que tu appelles ta famille et tu les entends bien, le téléphone satellite ça marche bien et t'imagines bien l'ambiance, mais à la fois ils sont très proches et en même temps ils sont très loin et ça m'a fait du bien et pas du bien parce qu'en fait ça nous sort un petit peu de cette solitude qu'on est allé chercher et moi je voulais quand même couper sous tout ça et c'est pour ça que j'ai fait le choix de pas être trop en lien avec le monde extérieur, quoi. J'étais vraiment focus sur mon aventure. Quand le Twin Otter, donc l'avion, décolle, là t'es pas tout seul à ce moment-là, mais exact. Il y a un petit moment de flottement quand même qui est fait de pourquoi ou de enfin? Ah, les deux, vraiment les deux. Enfin, parce que comme on l'a évoqué, arriver sur la ligne de départ, c'est déjà une bonne partie du job. Pourquoi aussi un petit peu? Parce que on se lance dans l'inconnu quand on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai pas mis la barre trop haut? Mais d'un autre côté, en fait, j'avais envie d'être nulle part ailleurs. Mais c'est comme quand on se lance dans quelque chose d'inconnu, de nouveau, on a plein d'appréhensions et c'est normal. Et je pense, comme je l'ai dit, elles sont saines. Mais il y avait plus d'envie que de questionnement. Que de questionnement, ouais. Est-ce que tu te souviens des derniers mots pour Eric, qui était ton partenaire de tente de la dernière nuit avant le départ? Vous étiez avec quoi? Alors, il n'était pas mon partenaire de tente, mais il avait sa propre tente parce que, en fait, il y avait j'ai pas été déposé tout seul sur la barrière de glace pour commencer mon expédition. Tout le monde était, parce qu'il y avait Eric, mais il y avait aussi une autre équipe. Tout le monde était assez concentré, je dois dire. On part pour 50 jours dans un grand désert tout blanc et c'est un peu comme à la voile, quoi, parce qu'on s'imagine qu'on va faire... on pourrait s'imaginer qu'on fasse la route ensemble, mais en fait non, on prend un départ et puis après on disparaît sur la glace. En fait, un humain d'1m80 à 1 km, 1,5 km ou 2 km, il disparaît quand on le voit plus du tout, comme un bateau à l'horizon, on le voit plus. Et puis on prend un cap, l'autre un autre, et quelques degrés de différence font que on a chacun des itinéraires qui sont pas les mêmes. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit? Je pense qu'on s'est dit good luck, quoi. Après,
tout le monde est concentré, on n'a pas fait la fête, quoi. Chacun était vraiment dans son... savait ce qu'il avait à faire et avec une envie, c'était de commencer. Les premières journées ont été très difficiles. Tu as failli partir dans une crevasse, tu as enlevé tes skis, ce qui était un choix que tu as regretté ensuite. Ces premiers jours, ils ont été globalement très difficiles. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis que tu as peut-être sous-estimé l'ampleur de la tâche ? Alors, le premier jour, je fais même plus que le premier jour, parce que c'était 4 heures après le départ, je fais une grosse erreur, c'est-à-dire que pour aller sur la calotte polaire antarctique, en fait, moi j'ai été déposé au niveau de la mer et puis après il faut vraiment que je grimpe sur le continent et c'est là qu'il y a une montée qui est quand même très raide. On pense pas au dénivelé, c'est marrant quand on imagine là-bas. Enfin, en tout cas, non, t'as raison. À voir le documentaire, on comprend qu'il y a des dénivelés importants, mais c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Et en fait, l'Antarctique, c'est le continent à l'altitude moyenne le plus élevé de la planète. Le pôle sud, il est à 2865 mètres d'altitude. Donc en fait, mon expédition, moi, c'était une ascension permanente qui était graduelle parce qu'on a dit 1150 km de distance. Mais donc ça montait tout le temps. Alors ça montait pas comme dans les Alpes, c'était vraiment une faible montée. Mais toujours est-il qu'au début, là, c'était raide et c'est là que le traîneau était le plus lourd. Et donc les skis que j'avais au pied, en fait, glissaient vers le bas. Et j'ai pris la décision débile et qu'il faut jamais faire sur un glacier, c'est-à-dire d'enlever ses skis pour vraiment monter à pied. Et en fait, quand on fait ça, son poids, il n'est plus réparti sur une longueur de ski de 2 mètres, il est réparti sur ses 2 pieds. Et donc, moi, ma jambe droite est passée au travers d'un pont de neige. Et il se trouve qu'en dessous de ce pont de neige, il y avait une cavité qui était donc l'ouverture d'une crevasse. Et moi, je suis vraiment tombé de ma propre hauteur. Et je me suis fait très peur parce que mon pied droit, en fait, ne reposait sur rien de solide, quoi. Il était vraiment dans le vide, quoi. Et quand j'ai regardé le trou, il y avait un espèce de bleu profond. Et je ne sais pas ce qui serait passé si tout avait cédé sous mon poids. Donc, grosse erreur liée à de la précipitation, de l'envie d'avancer, de pas complètement être dans le bain de l'expédition. Mais après, voilà, c'était aussi un bel avertissement pour la suite. Et ça m'a aidé à pu prendre de risques sur le reste du parcours. Donc les 11 premiers jours de l'expédition ont été compliqués. Le white-out, c'est en gros tout est blanc partout où tu regardes. Donc ça requiert ce que tu as expliqué tout à l'heure. Vraiment, il faut tout doit être parfaitement timé, réalisé. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Enfin, toi, tu es vraiment dans une logique d'ultra productivité et efficacité à ce moment-là. Mais quand on évolue en monde polaire, il faut faire aucun geste inutile. On fait tout avec des gants. Il faut pas non plus transpirer parce que dès qu'on transpire, on va mouiller ses vêtements. Quand on va s'arrêter, les vêtements vont geler. Donc c'est comme ça une mécanique, une gymnastique à intégrer. Et ça se fait justement par l'entraînement quand on apprend les bonnes pratiques, les bons réflexes, les bonnes techniques à adopter pour s'économiser et pas faire être le plus efficace et productif possible. Et c'est vrai qu'au début, c'était très difficile parce que tu as évoqué le whiteout, donc ce brouillard, en fait, c'est pas un brouillard, c'est un phénomène optique atmosphérique qui vient en fait annuler tout sens de la perspective, du contraste, du relief. Et donc on a l'impression d'être au milieu d'un nuage quand on n'a plus du tout de repères visuels. Et ça, c'est très perturbant et ça dure, moi j'ai eu un whiteout parfois qui a duré 2 ou 3 jours. Donc en fait, tu es concentré sur ta boussole et donc c'est assez pesant. Ça, il y en a eu beaucoup au début de l'aventure. Et puis en fait, ce qui m'a beaucoup ralenti aussi, c'était les chutes de neige qui étaient très importantes. En fait, fin 2018, il y a eu une vague de chaleur au-dessus de l'Antarctique. En tout cas, il y a eu une espèce de canicule, on peut dire, en Antarctique avec des températures qui étaient 20-25 degrés au-dessus des normales de saison. Donc on était à des températures proches de 0 degré quand il fallait, quand habituellement il fait plutôt moins 20, moins 25. Et ces températures élevées se sont accompagnées de chutes de neige. Et donc moi j'avais 20-30 cm de neige fraîche tous les jours. Et quand on tire un traîneau qui pèse 115 kg dans de la neige fraîche, alors finalement on se déplace très très lentement. Et c'est quelque chose d'assez inhabituel parce qu'en Antarctique il neige très peu. C'est le continent le plus sec du monde. Et donc ça reçoit en moyenne moins de précipitations que l'Afrique. Alors pour être très précis, sur les hauts plateaux il neige jamais. Sur les côtes il peut neiger, mais il n'est pas censé neiger 30 cm. Et donc ça a été très éprouvant sur les premières semaines. Et donc c'est vrai qu'il faut être très organisé pour pouvoir tenir le choc, quoi, parce que sinon on se décourage assez vite. Ce blanc partout, là, il peut être déroutant au sens physique du terme, au-delà de psychologiquement et mentalement. Est-ce qu'il y a des processus physiques qui s'enclenchent et qui te font perdre un peu tes repères Ouais, le whiteout, en fait, ça déstabilise l'oreille interne parce qu'encore une fois, on n'arrive plus à se repérer
ni dans l'espace, ni dans le temps, parce qu'il fait en fait jour en permanence. Donc on est comme ça dans une dimension où on avance, mais on a l'impression d'être marché sur un tapis roulant, quoi. On peut pas se dire tiens, je vais viser tel monticule de neige à 50 mètres, parce que en fait tu vois juste tes deux skis et tes bâtons et ton traîneau derrière toi, et après tu es enveloppé comme si tu étais dans un nuage tout blanc. Donc on n'arrive plus du tout à anticiper les variations du relief, les bosses, et moi le nombre de fois que je suis tombé de ma propre hauteur parce que je voyais pas qu'en fait il y avait un petit enfoncement devant moi. Donc on est complètement livré en fait à soi-même et sans pouvoir anticiper le relief. Et physiquement, ça donne aussi un peu la nausée parce que notre oreille interne, elle qui définit notre équilibre, et elle est perdue, et donc on est un peu nauséeux, quoi. Donc c'est très perturbant et c'est vraiment peut-être ce qu'il y a de pire. C'est pire que le froid, c'est pire que le vent, parce que on est très oppressé en fait, de pas savoir où on va. Est-ce que tu pourrais illustrer peut-être pour nos auditeurs une journée type pour toi? J'imagine qu'elles étaient pour le coup très bien cadrées et que tu avais mis en place tout ça de façon très fine. Ouais. Journée type, réveil à 5h55. Moi, je mets toujours 5 minutes à émerger, donc c'était pour commencer à attaquer ma journée à 6h du matin. 6h du matin, donc je mange. Ensuite, je m'habille, je démonte ma tente, je mets mes skis et je commence ma journée à 7h30. Ensuite, je pars pour 6 sessions de 55 minutes de ski. Donc en fait, ça veut dire qu'à 7h30, je vais skier d'abord pendant 55 minutes. Après cette première session, je vais m'asseoir sur mon traîneau, manger un petit peu, boire un coup, repartir pour une nouvelle session de 55 minutes. Donc j'en fais 6 le matin. Après les 6 premières sessions, je m'arrête 20 minutes, une demi-heure, où là je déjeune, donc je mange un petit peu plus, c'est-à-dire que là je mange une soupe de nouilles chinoises, je mange un morceau de salami que j'avais trouvé au Chili, qui était un morceau de salami danois qui était si gras qu'il ne gelait jamais. Donc c'était vraiment bien parce que tout ce qui contient un peu d'eau, en fait, c'est dur comme de la pierre, du chocolat, etc. Donc je mange un petit peu plus au déjeuner, et puis après l'après-midi je repars, pareil, sous le même format, quoi, 6 sessions de 55 minutes, espacées de 5 minutes de pause, et je termine ma journée vers 19h30 jusqu'à 20h, parfois je poussais un petit peu, et là je suis plus rapide à monter le camp parce que monter c'est plus facile. Je m'alimente, donc je mange une soupe déshydratée, le dîner, j'ai le petit appel pour donner ma position GPS. Quand j'ai fini de dîner et faire fondre la glace, eh bien j'écris mon petit post, je l'envoie, ça prend du temps. Le réseau satellite, envoyer une photo assez pixelisée, ça prend 40-45 minutes, donc c'est assez long, et puis après j'essaie de dormir le plus vite possible, et en général je dormais vers 23h. Ton plus grand moment de plaisir dans une journée, c'est quoi? Le dîner. Ça peut paraître triste dit comme ça, mais le dîner, c'est un moment qui est toujours très réconfortant parce que c'est le seul repas chaud de la journée. On est assis dans sa tente, on a fait sa journée dehors, on est plutôt au chaud. Et puis l'air de rien, on peut avoir une tartiflette, un poulet tikka masala, enfin il y a pas mal de choses. La nourriture lyophilisée a fait des très très gros progrès, hein. Moi j'avais plein de recettes très réjouissantes avec des spaghettis bolognaises, des hachis parmentiers, des chili con carne, plein de choses, des bons plats qui collent au corps et qui font du bien après une journée de ski. Tu te sens harassé physiquement, ou est-ce que, quitte à choisir, le mental et l'usure que tu peux connaître te pèse plus finalement que la simple fatigue physique? Non, c'est éprouvant physiquement. Après, j'ai l'habitude de dire qu'une aventure comme celle-ci, c'est 70% dans la tête et 30% dans les jambes. Mais quand même, en fin de journée, on est quand même cassé, hein. Après, le corps humain est tellement bien fait que on peut dormir 7-8 heures et le lendemain matin, on peut repartir, quoi. Et je pense que le mental prend vraiment le relais. Mais oui, c'est une course d'endurance, c'est énorme, hein. Et il faut avoir pratiqué des sports d'endurance et s'être entraîné dans ces conditions pour envisager une telle aventure, quoi. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un quotidien qui est confortable, bien que évidemment très spartiate? Est-ce que malgré tout, c'est une espèce de cocon réconfortant finalement dans lequel tu te retrouves le soir? Alors confortable, je dirais... oui, relatif. Je dirais pas que ce soit le cas, parce que quand même pendant 2 mois... Tu n'es à aucun moment assis sur une chaise, tu n'es à aucun moment à table à manger avec des couverts, tu es toujours en fait accroupi ou assis par terre dans ta tente. Donc la première fois que tu t'assois en revenant sur une chaise et que tu appuies sur un interrupteur et que ça fait de la lumière et que tu ouvres un robinet et que tu as de l'eau qui peut même être chaude, tu as l'impression de redécouvrir la vie. Donc non, je dirais pas que ce soit confortable, mais
Mais d'un autre côté, j'ai manqué de rien dans cette aventure. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aussi plu. C'est-à-dire que dans ce traîneau, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour vivre et survivre pendant 2 mois. Et on remarque en fait que on n'a pas besoin de tant de choses que ça en fait pour être autonome. Et ça, c'était une vraie source de satisfaction en fait, d'utiliser du matériel qui avait une vraie utilité, qui avait une vraie valeur en fait. Donc, c'était pas confortable, mais bon, d'un autre côté, j'ai manqué de rien et j'ai pu aller au bout. Donc c'était me retrouver dans mon sac de couchage sur mon tapis de sol après une journée dans le froid à marcher 12 heures, j'étais le plus heureux des hommes et j'étais bien quoi. Tu nous as parlé de tes journées très structurées tout à l'heure. J'ai un parallèle en tête avec la course à pied dans une échelle beaucoup moindre, mais est-ce que c'est fondamental pour toi de décomposer en micro-objectifs finalement la journée, c'est-à-dire l'accomplissement, il n'est pas plus loin que dans 1 heure ou à tel horizon, c'est fondamental pour... Se fixer des micro-objectifs est pour moi la clé pour réussir une telle aventure, parce que c'est très monotone. L'Antarctique, il fait jour tout le temps, c'est blanc partout, il n'y a pas d'animaux, il y a très peu de couleurs, la neige est blanche, le ciel est très souvent gris ou blanc, parfois il est bleu quand il fait beau, mais il y a très peu de stimulation sensorielle en fait, même au niveau des il n'y a pas d'odeur, au niveau olfactif, il y a rien quoi, t'es dans un congélateur, donc c'est un autre monde et ça c'est déstabilisant, donc il est essentiel de donner à son cerveau en fait des points d'étape quoi. Si tu penses à l'arrivée, enfin moi en tout cas je me souviens très bien que le matin dans mon sac de couchage, si je pensais à la fin de l'expédition et qu'il me restait encore 35 jours à parcourir, j'avais aucune envie d'en sortir et aucune envie de mettre mes skis quoi. Ça paraît tellement lointain, tellement dur, tellement impossible qu'il faut décomposer. Il faut se dire, voilà, on part pour une session de 55 minutes. Dans 55 minutes, moi, je mange la barre de chocolat que j'aime bien, je m'écoute un podcast, je m'écoute un album de musique, et puis on fait pas à pas, et c'est comme ça que ça s'enchaîne et que ça fonctionne. Ça me paraît vraiment indispensable. Ouais. Est-ce que ton esprit a tendance à aller chercher un peu des références du quotidien et à s'évader, ou est-ce que tu te forces à être ancré dans l'instant, à profiter du moment présent, ou par la force des choses, tu t'échappes et tu vas chercher des images qui te font du bien aussi? Ouais, absolument, c'est variable. Hein. Parfois, on vit le truc en étant très concentré sur sa foulée, sur sa respiration, sur l'état de la glace, et parfois autrement, quand on est dans des moments un peu plus d'évasion ou d'égarement, l'esprit divague quoi. Il pense. Moi, j'avais l'habitude de soit me projeter dans le futur, soit de penser à des souvenirs. Alors dans le futur, je m'imaginais après cette expédition, ce que j'allais faire, comment j'allais occuper mon temps, parce qu'il y a un côté assez terrifiant en fait quand t'as passé 2 ans à ne penser qu'à ça, à tout préparer, quand tu te rapproches de la ligne d'arrivée et tu te demandes un peu ce qui va bien pouvoir te faire vibrer et t'animer après ce projet-là. Donc moi, je me projetais un petit peu dans l'avenir. Et puis, j'essaie de repenser en fait à des souvenirs, donc à des expéditions que j'avais pu faire, des voyages, ou même à des souvenirs dans ma vie urbaine, quoi. Des souvenirs avec des copains, des dîners, des moments comme ça familiaux. Et ça fait du bien en fait. C'est une forme de gymnastique intellectuelle où le cerveau est occupé et ça aide justement à passer le temps, mais aussi à rester concentré, parce que ça peut être quand même très monotone. Donc à partir du 11e jour, c'est une nouvelle expédition qui commence, tu commences à avoir de la visibilité, tu te sors du white-out, c'est ton premier moment d'émerveillement, c'est là? Ouais, le début était très encombré par la mauvaise météo et quand ça se libère, j'ai vraiment l'impression de voir l'Antarctique comme je l'ai rêvé. Et quand on voit ça et que les conditions sont bonnes, on oublie un petit peu toutes les peines qu'on a eues à galérer. Mais bon, il se trouve que même au 11e jour, le whiteout est revenu après aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de science la météo est pas très très prévisible non plus en Antarctique. Donc, c'était pas la fin de la mauvaise météo non plus. Globalement, à mi-expédition, tu fais le constat que tu n'as pas été aussi vite que tu imaginais. Donc ça veut dire 2 choses. Augmenter le nombre de kilomètres à faire par jour et donc étendre la durée de ton expédition et donc te rationner. Ouais. Ça te met un coup au moral, c'est quelque chose que tu acceptes. À quel point ça crée du doute? En fait, les mauvaises conditions, alors à la fois l'enneigement, le whiteout que j'ai eu au début, ont fait que j'ai été beaucoup plus lent que ce que j'avais imaginé et anticipé.
Et donc très rapidement, en fait, je réalise que pour atteindre le pôle sud dans les conditions que je me suis fixées, c'est-à-dire 50 jours d'autonomie alimentaire, il va falloir prendre des décisions. Et donc tu l'as dit, d'abord me rationner, donc ça veut dire mettre 10% de ma nourriture de côté tous les matins, donc 10% du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner, pour comme ça, comme un petit écureuil, faire une petite réserve alimentaire et pouvoir être autonome sur la glace plus longtemps, donc dépasser les 50 jours. Mais en fait, ce qui a vraiment payé, c'est d'allonger mes journées de ski. Au début, moi, je comptais skier 8-9 heures par jour. Et en fait, je suis rapidement passé à des journées de 12 heures, donc en expliquant le rythme que je suivais, c'est-à-dire ces stratégies de petites sessions de 55 minutes qui s'enchaînaient. Et donc, pour faire comme ça un effort de 12 heures par jour, tous les jours. Et ça, en skiant autant, ça m'a permis de rattraper mon retard. Mais j'ai atteint la mi-course, enfin le point qui était à mi-chemin entre la côte et le pôle sud, au bout de 31 jours. Donc, clairement, j'étais lent sur le début, plus rapide sur la fin, parce que déjà la stratégie avait payé. De deux, il avait commencé à faire beaucoup plus froid parce que je gagnais en altitude et donc il y avait plus de neige qui tombait, et donc ça me permettait d'avoir une surface plus dure, plus compacte, et donc de pouvoir glisser plus vite. Et le traîneau était évidemment plus léger parce que la nourriture que je transportais avait été consommée. Il y a un moment qui est très émouvant dans le documentaire qu'on peut voir, Objectif Pôle Sud, disponible sur Prime Video. J'invite évidemment tout le monde à se ruer sur ce documentaire captivant et très émouvant. C'est gentil. Il y a un moment donc, où tu es à 21 km de l'arrivée. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que ça a été avant que tu t'es autorisé à te dire que ce serait possible et que tu allais y arriver? En fait, moi, ce moment, je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais en train de déjeuner assis sur mon traîneau et je vois à l'horizon des tout petits points noirs. Et en fait, je réalise pas tout de suite, mais en fait, ces points noirs, c'est la base scientifique américaine du pôle. Et quand je vois ces points noirs, émotionnellement, je m'effondre complètement, quoi. Je pleure parce que c'est surréaliste en fait. Je matérialise la fin de cette aventure et de cette expédition qui a été beaucoup plus dure que ce que j'avais imaginé. Et quand je vois ces points noirs, j'ai envie d'y aller tout de suite. J'ai envie en fait et en fait je choisis de faire l'inverse, quoi. Je choisis d'y aller le plus doucement et le plus lentement possible pour m'imprégner de ce moment, pour profiter le plus possible de ces instants, du lieu, parce que c'est absolument magique, quoi, d'être à quelques heures de réaliser un rêve. Donc j'ai envie d'en profiter le plus possible. Et ouais, ces 21 derniers kilomètres, c'est fabuleux parce que je sais que mes jambes vont me porter, je sais que je vais avoir suffisamment de nourriture et que voilà, il ne tient plus qu'à moi en fait de faire ces derniers kilomètres. Donc ce moment, il est incroyable et je pense que je le ressens aussi fort et aussi profondément que ça a été difficile, que ça a été une saison vraiment où il a fait très chaud au début et donc en fait la majorité des expéditions qui ont eu lieu en Antarctique en fait ne sont pas allées au bout. Et moi j'ai eu cette chance peut-être d'être prévoyant ou en tout cas d'être conservateur sur la quantité de nourriture que j'ai emportée, ce qui m'a aidé parce que j'ai pu vraiment gérer mon stock de nourriture et quand je vois donc ces points noirs, ouais, je sais que je vais le faire, mais c'est la première fois aussi que je réalise que je vais y arriver parce que moi j'étais très concentré sur mes petits pas, sur mes objectifs et là je sais que c'est bon, quoi. Donc ouais, ce moment il est hyper fort. C'est un moment où tu décides de lire une lettre, d'ouvrir en tout cas une lettre que tu as transmise ton papa quelques jours avant ton départ à l'occasion d'un dîner, quelques jours avant que tu prennes l'avion. Ouais. Elle m'a beaucoup ému, j'ai envie de la lire. Lila, pour les auditeurs, je pense que c'est chouette de la voir. Moi qui suis moi-même papa, je vais essayer de pas de pas faillir à sa lecture. Mais mon Mathieu, je suis avec toi dans le grand froid tout blanc. Je suis un oiseau, un ange, un drone pour te protéger des tentations du découragement et de doute qui ne sont en fait que des mises à l'épreuve pour renforcer ta détermination. J'admire ton effort, ta force, ton courage dans cette quête douloureuse de liberté qui te rapproche de la notion même d'existence. Sois fier de toi, cette liberté a un prix que toi seul connaîtras. Crois en l'instinct animal qui te guide. J'aimerais être avec toi, Mathieu, dans ce grand froid tout blanc, un oiseau pour son endurance physique, un ange pour la pureté de ses pensées, un drone pour son secours technologique. Ma seule conscience dans ce grand désert blanc, tu n'as besoin que de la force de ton engagement. Un pas devant l'autre, la vie est devant. Je suis avec toi par l'esprit, je te caresse doucement la joue avant de t'embrasser. Bon, moi, ça me retourne. Ouais, c'est beau, hein. Moi, ça m'émeut aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu ou entendu. Ouais. Quelle place pour les tiens dans cette aventure? Les pauvres, ils ont enduré hein, aussi, mes proches, forcément, parce que quand on a un frère ou un fils ou un copain qui part dans s'exposer à des dangers, à de la solitude...
c'est pas simple non plus pour ceux qui restent derrière, quoi. Donc moi, mon job, c'était vraiment de m'entraîner le plus possible, de m'entourer des meilleurs et de montrer aussi qu'il y avait tout un plan de secours qui existait si jamais je devais abandonner, si je devais arrêter, si je me blessais. Donc tout ça, moi, j'avais rempli cette mission, mais quand bien même on le fait, forcément, des parents sont inquiets et c'est normal. Et ça, mon père m'avait écrit cette lettre, je me souviens toujours, quand il m'avait donné cette enveloppe, on avait fait un dernier dîner avec mes frères et sœurs et mes parents avant que je parte, et il m'avait remis ça. Alors moi, j'étais un peu intimidé, quoi, parce que ça faisait un peu testamentaire, quoi. C'était un peu bizarre, et mon papa m'avait dit, bah tiens, tu ouvriras cette lettre si jamais tu as envie d'abandonner. Et donc, première fois que mon père me fait ça, et du coup je prends cette lettre évidemment et je la mets dans le traîneau, dans un sac, machin, et j'essaye de l'oublier. Et en fait, elle m'a, je pense, aidé, cette lettre, parce que j'y ai pas repensé non plus tous les jours, mais je pense que voilà, je l'aurais ouvert en dernier recours, et donc à l'arrivée, la veille de l'arrivée, quand je suis plus qu'à 10 km, je l'ouvre parce que je sais que je vais le faire, quoi. Et c'est vrai qu'elle est magnifique, quoi, cette lettre. C'est vraiment, elle m'a bouleversé aussi, et je te remercie de l'avoir lu, parce que c'est vraiment une super preuve à la fois d'amour, de confiance. Je pense que si j'avais eu envie d'abandonner et que je l'avais lu, ça m'aurait donné un sacré coup de boost, quoi. Ta première pensée au moment où tu es au pôle Sud, donc qui est représenté par une espèce de globe qui est planté dans la neige, tu penses à toi, aux autres, à tout le chemin parcouru, c'est la fierté, c'est une explosion de plein de choses, quoi. C'est une joie très intense, quoi. C'est fou, quoi. C'est l'aboutissement de 2 mois de marche, mais c'est aussi 2 ans de préparation et des années de rêve, et t'es l'homme le plus au sud de la planète, et t'es sur l'axe de rotation de la Terre. Tout ça est symbolique et n'a aucune valeur, mais pour moi ça voulait dire quelque chose, et donc il y a beaucoup de joie, de la fierté, je sais pas, mais de la joie d'être allé au bout de cette aventure, beaucoup de gratitude aussi. Moi, je me souviens que je l'ai écrit d'ailleurs, je sais que je me sentais hyper chanceux, heureux en fait d'avoir la tête et les jambes pour vivre ce genre de choses, quoi. C'est un truc de fou. Il y a plein de gens qui malheureusement physiquement ne peuvent pas vivre ce genre d'aventure, et donc moi je me sentais très très béni des dieux en fait de pouvoir vivre ce genre de choses, et puis après une forme de peut-être d'appréhension aussi, de peur de l'après, parce que qu'est-ce qu'on fait après, quoi, et qu'est-ce qui va me faire lever le matin ensuite. Et bon, heureusement il n'y a pas eu j'avais pas d'inquiétude à avoir, mais il y a cette c'est une explosion de joie. Et pour reprendre les mots de Jean-Louis, il a une très belle formule qui dit que toutes les cellules du corps sont heureuses, quoi. Vraiment c'est une espèce de joie très très intense. Cette aventure, elle t'a appris quoi sur toi ? 2 choses, plein de choses, mais pour résumer et pour en donner peut-être les 2 plus importantes, ce serait de se dire qu'en fait tout est possible à force de temps, de travail, de persévérance, et en ne voulant jamais abandonner. Si on se donne les moyens, si on arrive à vraiment décomposer un effort en plein de petites parties, ce qu'on expliquait sur les petits pas. Donc, je crois vraiment que moi, ça m'a donné encore plus confiance dans le développement de projets. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que moi, ça m'a rapproché des miens, ça m'a rapproché de mes proches, quoi. Le fait d'en être éloigné physiquement, et en fait, il y avait une forme de communion par l'esprit. Moi, je suis pas quelqu'un de religieux, mais le fait d'être loin d'eux, en fait, je m'en suis jamais senti aussi proche. Et ça aide à faire le tri, quoi. Alors, on n'est pas obligé d'aller au pôle Sud pour ressentir ça, mais en tout cas, moi, à ce moment-là, le fait d'être dans cet endroit tout vide, on se concentre peut-être sur l'essentiel, et moi, ça m'a rapproché des miens. Ouais. Donc, c'est deux choses comme ça que je retire de cette expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu réécrirais différemment ? Ouais, peut-être que si c'était à refaire, peut-être que je partirais d'un autre point de départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis parti d'un point qui s'appelle Hercule Inlet, qui est sur la côte terrestre du continent. Mais il se trouve qu'il peut y avoir un point, pour les puristes, peut-être plus au niveau de la côte. Ce serait de partir vraiment de la barrière de glace, donc vraiment de l'océan, là où en fait il y a la banquise, ou là où l'océan gèle. C'est un point qui aurait été un petit peu plus éloigné, donc plus difficile, plus de kilomètres.
Pour plein de raisons, moi je suis pas parti de ce point-là, mais peut-être que là, avec le recul, je me dirais que ça pourrait valoir le coup d'essayer de partir de ce point. Parce qu'en plus de ça, il y aurait eu des manchots et donc ça aurait été chouette. Je vais te faire passer à la palette des émotions, si tu veux bien, Mathieu, si tu peux me répondre du tac au tac sur cette aventure. Le moment heureux que tu retiens. L'arrivée et peut-être même... non, je dirais l'arrivée en deuxième et en premier, la descente de l'avion quand on se pose en Antarctique depuis le Chili. Le moment de colère. Le moment de colère, c'est quand je m'abîme le genou. Je tombe de ma propre hauteur. En fait, je glisse sans mes bâtons et je fais un faux mouvement avec mon genou gauche. Et c'est quelque chose que j'aurais pu éviter. Et ça, je me sens vraiment nul. Le moment d'ennui. Oh, ça, il y en a eu pas mal. Hein. Heureusement, j'avais des bons podcasts et de la musique et des choses à quoi penser. Mais là, il y a des journées qui sont longues. Hein, donc, il y en a eu beaucoup. Le moment de surprise ou d'émerveillement, peut-être. Quand j'ai vu un phénomène solaire qui s'appelle un parhélie. Un parhélie, c'est un halo lumineux et une réfraction du soleil en plusieurs points. Donc il faut imaginer comme ça un grand cercle dans le ciel et des points lumineux tout autour de ce cercle. Et c'est sublime, ça dure quelques secondes et ça prévient pas. C'est hyper spectaculaire, hein. Ouais. C'est incroyable. Ouais, on le voit bien dans le documentaire. Ouais. Merci Mathieu. Si on devait résumer cette aventure en un titre d'œuvre, un film, un livre... Moi, je dirais Persévérer. C'est un livre de Jean-Louis Etienne. Jean-Louis, dans ce livre, il raconte un petit peu toutes ses aventures et en fait, le point commun, le dénominateur commun de toutes ces expéditions, pour lui, c'est la persévérance. Et il en a fait un très bel ouvrage publié chez Paulsen qui s'appelle Persévérer. Et ouais, moi, j'essaye à mon échelle aussi de travailler et de mener mes projets avec sur le chemin de la persévérance, donc je dirais persévérer. Le petit kit de survie, les 3 choses ou les pensées à avoir sur soi ou en soi pour imaginer réussir et bien vivre une telle aventure. Alors savoir que l'inattendu fait partie de l'aventure, donc que tout ne va pas se passer comme prévu, ça c'est la première chose. Si tout se passe comme prévu, c'est plus une aventure, quoi. C'est un voyage, c'est quelque chose d'organisé, donc c'est bien en fait que ça se passe pas comme prévu. Mais du coup ça veut dire qu'il faut s'adapter, donc il faut être agile, il faut être prêt, il faut avoir des plans B, des plans de secours, donc je dirais l'adaptation, je dirais l'imprévu, et puis je dirais l'envie, il faut avoir envie. Moi si on m'avait imposé cette expédition, si on m'avait dit Mathieu, tu vas partir au pôle Sud tout seul, moi, si ça n'avait pas été mon truc, j'aurais pas tenu 48 heures, quoi. Donc il faut aussi beaucoup d'envie. Le fait d'avoir travaillé sur des livres ensuite et sur le documentaire, est-ce que ça te donne une autre lecture aussi de ton aventure? Est-ce que tu la revois et revis différemment? Ouais, absolument. Le documentaire, on l'a fait très vite après l'expédition. Donc on travaillait avec une boîte de production et puis après il a été diffusé quelques mois après mon retour sur Ushuaïa TV. Et donc on avait comme ça une trame narrative. Donc moi sur le terrain j'ai filmé des scènes et puis quand on est rentré on a fait le montage. Donc tout ça est allé très rapidement et j'ai été bien accompagné. Le livre ça a mis plus de temps. Écrire un livre, c'est pas mon métier, quoi. Donc ça me demande un vrai travail, un vrai effort. Je tenais à l'écrire moi-même, donc vraiment que ce soit moi qui produise toute l'histoire. Et donc ça m'a permis de revivre complètement mon expédition et je dirais même au-delà. Moi ça m'a permis vraiment de conclure en fait cette aventure. C'est-à-dire qu'il y a eu l'expé, il y a eu les conférences, il y a eu le film et le fait de l'écrire en fait c'est une liberté folle parce que là pour le coup on n'est pas limité dans le temps, on n'est pas limité par un podcast d'1 heure qu'on enregistre, on n'est pas limité par un format de télévision où on n'a que 52 minutes. On a la liberté totale en fait de reprendre l'histoire où on veut et d'expliquer exactement tout ce qui nous a traversé l'esprit, les tenants, les aboutissants, le pourquoi du comment. Et c'est génial en fait de mettre tout ça sur le papier et ça permet de vraiment conclure cette aventure de la plus belle des manières à mon sens et vraiment d'aller dans l'intime aussi parce que c'est pas facile en fait d'aller dans l'intime quand t'es limité par le temps. Donc le livre m'a aidé aussi à conclure ce projet, cette expédition. Ça t'a permis de prolonger en fait, j'imagine ce que t'étais allé chercher là-bas, ça t'a permis aussi de le garder. Ouais. Il y a d'autres choses à aller chercher maintenant? Est-ce que c'est pas une quête de chercher d'autres choses et trouver d'autres raisons finalement de partir
pour se retrouver? Ouais, là c'était une expé qui était perso. Aujourd'hui, moi je me concentre sur des aventures porteuses de sens, porteuses de messages. Et donc là, c'est de mettre l'aventure au service de la science, au service de l'environnement. Et comme je le disais, l'aventure, c'est une manière de porter ces messages parce que c'est des moyens en fait de toucher le public. En fait, on s'intéresse peut-être plus facilement à une aventure sportive lointaine, difficile, parce que c'est spectaculaire et plus que un scientifique qui viendrait nous alerter sur la fonte des glaces, quoi. Donc si on arrive à mêler les deux, c'est pas incompatible. Et moi aujourd'hui, c'est un petit peu le rôle que je me suis donné, vulgariser la science par l'aventure. On a fait des documentaires sur des glaciers, on a traversé les Alpes en ski de randonnée avec des glaciologues pour aller mesurer la fonte des glaciers alpins. Et donc ça, c'est une manière en fait de rendre intelligible et accessible ce qui se passe dans nos montagnes, ce qui se passe dans nos mondes polaires, avec des images, avec des témoignages, avec des histoires vécues. Et ça fonctionne a priori assez bien. Moi, c'est vraiment là-dedans que je travaille et donc les prochaines aventures iront dans ce sens. On va se reconnecter justement aux plus récentes aventures, à la dernière en date qui était la descente de la Vjosa. On en a parlé tout à l'heure, le dernier fleuve sauvage d'Europe, c'était le 2 août dernier. Ouais. Quel était le sens de ta démarche? C'est très intéressant de voir à quel point finalement le collectif, l'engagement de Patagonia aussi, je crois, a permis de s'assurer que ce fleuve pourrait être préservé. Ouais. Alors déjà sur sauvage, en fait, il faut bien s'entendre. Quand on dit fleuve sauvage, en fait, ça veut dire que c'est un fleuve dont le cours n'a pas été détourné. En fait, la terminologie anglaise est plus compréhensible parce qu'on dit free flowing, donc vraiment une rivière qui n'aurait pas été artificiellement détournée. Donc sauvage, c'est ça que ça veut dire. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de barrage, qu'il n'y a pas d'équipement, qu'il n'y a pas eu de construction humaine sur les berges ou sur le fleuve pour en exploiter le débit. Et il se trouve que la Vjosa, donc un fleuve qui prend sa source d'abord en Grèce et qui ensuite coule à travers toute l'Albanie et se jette dans la mer Adriatique, donc la mer Méditerranée, aujourd'hui a été protégé donc, par à la fois le gouvernement albanais, mais aussi tout un tas d'initiatives locales, des associations et la marque Patagonia, tu l'as mentionné. Et donc c'est un fleuve qui fait un petit peu moins de 300 km de long et que j'ai voulu descendre de la source à la mer en packraft. Donc le packraft, c'est un petit bateau gonflable qui, une fois qu'il est replié, fait la taille d'un sac de couchage. Donc c'est très pratique parce que ça permet en fait de passer à pied s'il y a trop de rapides ou de marcher pour aller chercher la source, ce qui a été notre cas. Vous étiez deux, hein. Et on était deux, absolument. Et c'était une manière pour moi de vivre une aventure, de partager l'histoire de cette Vjosa qui, pour une fois, on a une bonne nouvelle, puisque c'est protégé depuis mars 2023, et de montrer que c'est possible, quoi, que quand il y a une volonté politique, on peut parvenir à protéger des espaces naturels. C'est plein d'oiseaux, c'est plein de faune sauvage, et c'est très très beau, quoi. On est vraiment au cœur de la nature, surtout les sources sont vraiment dans un canyon très encaissé qui n'est pas accessible à pied, donc les arbres sont pas exploités, les animaux sont en paix et tout, et donc c'est très beau, et c'est chez nous, quoi, c'est en Europe, donc c'était une chouette petite aventure estivale qui avait rien d'extrême mais qui demandait quand même un bon coup de pagaie au début parce que la source ça allait assez vite. Comment va s'écrire la suite, Mathieu, tes prochains projets? À quel point ils sont écrits et envisagés? Alors, il n'y a rien qui est très écrit. La réalité de mon métier, de mon activité, c'est que y a des projets qui se montent, il y a des projets parfois qui ne voient pas le jour. Donc, j'essaye de prendre tout ça aussi parfois avec de la distance. Je parle de ça parce que moi, ça fait longtemps que j'essaye d'aller au pôle Nord, par exemple. Et le pôle Nord, aujourd'hui, il est inaccessible pour deux raisons. La première, c'est que le cœur de l'Arctique, c'est un endroit qui est en pleine disparition. La banquise, elle est vraiment très très fine aujourd'hui. Les scientifiques estiment que d'ici 2050, il n'y aura plus de banquise estivale, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de banquise au pôle Nord l'été. Donc ça veut dire que ce sera un océan libre de glace. Donc aujourd'hui, aller au pôle Nord, c'est devenu très compliqué, à moins d'y aller en kayak ou à la voile, mais moi j'aurais aimé y aller à ski. Donc c'est un univers qui est en pleine mutation. Et en fait, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le pôle Nord, pour y aller, il faut passer
par un pays qui s'appelle la Russie, parce que c'est des logisticiens russes qui assurent la logistique sur le point le plus méridional de notre planète, et que évidemment aujourd'hui c'est pas le bon moment. Donc bon, il y a des projets comme ça qui peuvent pas aboutir. Bon, c'est comme ça, on se fait des raisons, mais aujourd'hui moi je suis très investi dans un fonds de dotation qui s'appelle Témoin Polaire, et tu l'as évoqué en début d'entretien. Et Témoin Polaire vise à faire de la sensibilisation sur les mondes polaires par l'émerveillement, pour la jeunesse, pour le grand public. Et aujourd'hui, on vient de se doter d'un voilier d'expédition, donc un voilier avec une coque en aluminium pour aller se frotter aux glaces de l'Arctique et de l'Antarctique. Et l'idée, c'est de mettre à disposition ce voilier pour la communauté scientifique qui a des projets d'abord en Arctique, mais à terme en Antarctique. Et nous, on va les emmener aux endroits inaccessibles, là où il n'y a pas d'aéroport, là où on ne peut pas aller facilement, pour les aider à les faire progresser dans leurs recherches. Donc aujourd'hui, on a lancé un appel à projet à la communauté scientifique, et moi je suis à la manœuvre un petit peu pour que ces expéditions puissent avoir lieu cet été, parce que donc en Arctique c'est l'été, la saison, donc à partir de mai 2024. Puis autrement, j'ai d'autres activités aussi moi pour des expéditions, mais rien n'est confirmé à ce stade, mais ça tournera autour des mondes polaires, et toujours avec cette idée de vulgariser, de sensibiliser le plus possible. J'ai une dernière question, Mathieu, pour conclure cet épisode. Ça va devenir un rituel, j'imagine, mais tu es le premier. Une phrase à compléter. L'aventure, c'est accepter d'être dans l'inconnu et apprendre à l'aimer. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est se retrouver dans quelque chose d'inattendu, d'inconnu, et de l'apprécier. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour nos échanges passionnant, si généreux. Merci pour tout ce que tu nous as raconté. On aurait pu passer encore beaucoup de temps ensemble. Pour ceux qui voudraient associer des mots ou des images à notre récit pour venir en complément de ce qui a pu se dire aujourd'hui ici, il y a donc un livre, Le Continent Blanc, que je recommande, qui est disponible en poche depuis peu. Et donc le documentaire Objectif Pôle Sud, qui est disponible sur Prime Video aussi. Donc allez-y, vous serez pris au trip. Il y a aussi tout le message et tout le sens que tu donnes à ta démarche depuis cette expédition, qu'on a bien compris, de sensibiliser sur la dégradation malheureusement des pôles et plus globalement de notre situation sur la planète. Merci pour ton temps, Mathieu. Je donne rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour le 2e épisode d'Aventure Épique. Je te libère, et c'était un grand plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans 2 semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course épique.